grâce à l'allongement de l'espérance de vie et l'arrivée aux âges avancés des générations du baby-boom, les habitants de 75 ans et plus seront 8,3 millions en 2030, ce qui représente plus 49% depuis 2000 selon les chiffres de l'INSEE. Il y a donc urgence à relever le défi de cette croissance grise, comme on l'appelle aujourd'hui, et partant de ce constat, quelle est la façon dans notre société, quelle est la façon dont notre société agit aujourd'hui face à ces problématiques de dépendance et d'isolement de nos aînés? Comment la jeune génération se projette-t-elle dans son propre futur en tant que senior? Autant de questions que nous allons aborder dans cette nouvelle séquence. Mais pour introduire ce sujet, retour peut-être aux résultats de l'enquête BVA Insight pour entendre ce que nous disent les Français sur cet enjeu majeur. Écoutons. La transition démographique actuelle est marquée par le vieillissement de la population dont nous peinons encore à mesurer l'ampleur et les effets sur nos vies. Le bien vieillir est devenu un enjeu de société majeur qui, s'il nous concerne toutes et tous, est vécu de manière paradoxale par les Français. 69% des Français estiment qu'il faut éviter le plus possible de placer les personnes âgées en EHPAD. Mais seulement une personne sur deux proposerait à un proche âgé ou dépendant de venir vivre chez lui. Les évolutions économiques, sociales et technologiques ont ainsi modifié le lien intergénérationnel dans une France traversée de fractures. Pour 54% des Français, les liens se distendent entre générations. Et 43% d'entre eux pensent même que les inégalités se sont accrues entre les jeunes et les personnes âgées lors des 20 dernières années. Alors, comment garantir la cohésion sociale dans une société qui vieillit ? Bienvenue à tous les trois et merci d'être avec nous. Vous avez des micros, ce sera mieux pour qu'on vous entende, donc n'hésitez pas, vous en prenez un. Je vais peut-être déjà, merci d'être là. Donc, commencer par vous, Marianne Monchamp. Donc, vous êtes directrice générale de l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, l'OCIRP, depuis avril 2002 et ancienne secrétaire d'État chargée de la cohésion sociale. Quelle est votre vision sur les politiques publiques justement actuelles à travers le prisme d'un acteur de la protection sociale comme le CIRP et puis peut-être très rapidement quelques mots sur la perception par les entreprises du sujet du vieillissement et de l'accompagnement des salariés aidants. Merci beaucoup. Je ne veux pas bouder mon plaisir et vous dire à quel point je suis heureuse d'être des vôtres aujourd'hui pour cet événement sociétal. Merci Philippe Val. À la question des politiques publiques, je pense qu'on peut quand même se poser la question de savoir ce qui se passe dans le logiciel public, alors même que la question du vieillissement n'est pas une option, alors que nous savons parfaitement que le vieillissement est en œuvre, que notre société est en train d'évoluer, qu'il est inéluctable, un peu à l'instar de ce qui se passe dans le champ du climat, mais avec encore plus de certitude, avec encore plus de capacité à se projeter. Comment se fait-il que l'hésitation publique reste aussi forte? Quand je parle de l'hésitation publique, je parle de la manière dont les politiques publiques abordent la question de l'âge. Elles l'abordent de manière itérative. Elle l'aborde avec une forme de solution de continuité qui fait qu'on améliore ici un paramètre, on apporte une évolution en soulignant qu'il s'agit bien en effet, l'OASV par exemple, de la nécessité d'accompagner la société au vieillissement. Mais au fond, quel est le référentiel des politiques publiques? Quel est le sous-jacent qui permet de construire ces politiques publiques? Et moi, je constate que nous sommes encore restés sur des visions très convenues de la logique de l'âge. Quand on avait 60 ans dans les années 50, on ressemblait assez furieusement à une personne qui aujourd'hui aurait 75 ans. Qu'est-ce que ça veut dire avoir 60 ans, 70 ans en 2024? Est-ce que nous pouvons dire que l'ensemble de nos concitoyens sont alignés sur une mesure de l'âge qui ne serait qu'une référence administrative et qui disposerait qu'avant 60 ans, on est une personne en situation de handicap, après 60 ans, on est une personne âgée,
qu'avant 64 ans, on se trouve en situation de pouvoir être actif et qu'après 64 ans, un couperet tomberait qui modifierait le parcours de la vie. Ce que je veux dire, c'est que je pense que nos politiques publiques doivent s'attacher à re-questionner leur référentiel. C'est ainsi que dans les politiques publiques, une obsession est apparue, portée par un président de la République que j'ai bien connu et pour qui j'ai de l'affection, mais qui, parce qu'il était hypermnésique, a été complètement marqué par la situation de nos concitoyens frappés par la maladie d'Alzheimer. C'est une belle cause et il fallait bien mettre en œuvre un plan Alzheimer. Pour autant, cette obsession-là, d'une pathologie chronique, neurodégénérative qu'est Alzheimer, a projeté toute la société française dans une forme de sidération où nous n'avons fait que parler de la dépendance, alors que le sujet, c'est bien sûr les dernières années de la vie et les situations de perte d'autonomie importantes, mais le vrai sujet, ce sont les conditions d'un vieillissement qui permet à la fois de prévenir les conséquences d'un vieillissement accéléré, non anticipé, mais également de maintenir en citoyenneté nos concitoyens qui avancent en âge. Et c'est pour ça qu'il y avait un deuxième morceau dans votre question, qui était, mais là-dedans, les employeurs, les entreprises. Quand on discute avec les partenaires sociaux, beaucoup nous disent, écoutez, la question du grand âge, c'est une question d'après la vie active. En réalité, c'est une vision purement théorique, là encore. On vieillit quand on est jeune, pas quand on est vieux. Ce que je veux dire, c'est que les déterminants du vieillissement se construisent pendant la vie active. L'usure professionnelle, le fait de travailler dans certaines branches d'activité, le fait d'être dans certains environnements, de vivre quelque part, sur certains territoires plutôt que d'autres, crée autant de déterminants du vieillissement qui, effectivement, doivent intéresser de nouveaux acteurs. Et je crois profondément que l'entreprise, territoire de santé ou territoire de bonne santé, doit s'intéresser à la question de la prévention primaire du vieillissement. Qui n'est pas toujours le cas et pas toujours... ça n'est pas le cas, sauf à travers un sujet qui est devenu très émergent, c'est celui des aidants, parce qu'on s'est rendu compte que des salariés pouvaient être empêchés dans leur exercice professionnel parce qu'il fallait à la fois travailler et aider un proche. C'est une vision intéressante, c'est mieux, mais convenons que l'enjeu pour les acteurs économiques, c'est d'intégrer le phénomène du vieillissement dans la conduite des organisations. Marianne, et dans les sujets de protection sociale. On va l'approfondir un petit peu dans quelques instants. Je me tourne vers Luc Carmonas. Donc, vous êtes le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, le maire d'Alfortville, dans le Val-de-Marne. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, si vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat de Marianne ? Et deux questions en une, je vais faire ma maligne. Donc, vous êtes déjà sur ce que vient de dire Marianne. Et puis, quel est le rôle peut-être des centres communaux d'action sociale ? Et je crois qu'il y a combien ? 4300 adhérents, c'est ça au niveau... Tout à fait, nous couvrons à peu près un peu plus de 80% du territoire en Hexagone et dans les territoires ultramarins. Alors, nous avons fait cette question de la société du bien vieillir, nous, à l'UNICAS, une de nos 5 priorités depuis 4 ans. Je dis souvent, on entend des débats au niveau du Parlement, d'une loi pour mourir dans la dignité. Moi, je dis qu'avant de mourir dans la dignité, il faut bien vieillir. Et bien vieillir, c'est plus que notre bien commun, c'est un destin qui nous est commun. Et je me rappelle, quand j'étais au Sénat, j'étais un des 5 plus jeunes sénateurs. Et le président de l'époque, Jean-Pierre Bel, me dit un jour, dans un échange que l'on avait, « Tu sais, Luc, la jeunesse est une maladie qui passe. » Bon, il avait sûrement raison, mais aujourd'hui, nous devons aborder cette question, comme le fait Marianne, sans tabou, sur les questions Alzheimer sous-jacentes donc aux problématiques de santé mentale. Je ne sais pas si vous le savez dans cette salle, mais les questions de santé mentale sont le premier poste de l'assurance maladie devant le cancer. Ça concerne près de 1 Français sur 5, dont évidemment les questions dégénératives comme Alzheimer. Et aujourd'hui, dans le fameux couple maire-préfet dont on a beaucoup entendu parler, quand on a été chacune et chacun confronté à la crise de la Covid, derrière le mot maire, c'est le centre communal d'action sociale. C'est le bras armé des politiques publiques sur des champs très variés en fonction des territoires, mais évidemment sur le bien vieillir. Il faut que vous sachiez qu'en France, les centres communaux d'action sociale, aujourd'hui, couvrent à peu près 60% des résidences autonomes qui existent sur le territoire. 60%, c'est énorme. Pour ce qui est des 7500 EHPAD, établissements EHPAD en France, nous en couvrons 9 à 10%.
ce qui est aussi pas mal. Les EHPAD aujourd'hui, on parle de combien d'habitants? On parle de 600 000 à peu près habitants. Bon. Et les projections que l'on a à l'horizon 2050, c'est qu'on aura besoin de 305 000 lits supplémentaires. Or, aujourd'hui, le mouvement est plutôt dans des fusions d'EHPAD et non pas dans du développement. Et donc, moi, je pense que l'on a besoin, on y reviendra peut-être, d'un État stratège, parce que même si on apporte des réponses avec nos CCS et nos CIS, il faut qu'on ait une vision étatique de ce sujet. Et j'étais heureux quand Elisabeth Borne, en novembre 2023, avait annoncé une grande loi de programmation. On s'était dit, les uns et les autres, bon, bah ça y est, on y est. Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on attend. Je rappelle que dans le précédent quinquennat, Madame Brigitte Bourguignon avait été nommé ministre pour faire la grande loi sur le grand âge et la dépendance. On ne voyait rien venir. L'UNCAS, on a déposé un livre blanc avec des propositions en 2021 à l'occasion du Congrès des maires. Mais dans la question des EHPAD, on doit se poser la question de leur attractivité, confère l'affaire d'Orpea, mais aussi de la revalorisation des métiers de ceux qui travaillent dans les EHPAD, d'où la nécessité d'un État stratège et de pouvoir avancer de manière à ce que l'on puisse apporter des réponses, mais pas seulement dans le spectre médico-social. Moi, ce que je constate depuis quelques années, c'est que quand on parle du bien vieillir, c'est systématiquement sous ce spectre-là. Alors à l'horizon 2040, l'INSEE nous le dit, nous aurons plus de nos concitoyens qui auront 65 ans et plus que moins de 20 ans. Donc les courbes, elles vont se croiser. Ce qui veut dire que si on ne se prépare pas à la fois à préparer que les logements, parce que 95% de nos compatriotes veulent vivre chez eux, ça pose la question donc de l'adaptabilité de l'appartement. Ce qui va pas dans le bon sens, c'est dans le budget qui se préparait, ma prime rénov, c'était 1,5 milliard de coupes sombres, mais ça pose aussi, et on le voit, pardon, je conclue par là, sur les questions des territoires ultramarins, où il y a un vieillissement très important en Guadeloupe et en Martinique, par exemple. Et là se pose la question des aidants, alors que dans ces territoires, les jeunes partent en hexagone pour faire leurs études. Luc, on va y revenir. Je sais que vous êtes passionné, on va y revenir. Je vais vous donner l'occasion de... Et bien de me couper la chic. Mais c'est mon travail, hein. on me fait faire ça. Donc voilà, je vais me tourner quand même vers vous, Yann. Yann Lanier, je rappelle que vous êtes délégué général des Petits Frères des Pauvres, une association fondée en 1946 qui accompagne les personnes âgées souffrant d'isolement parmi les plus démunis. Et vous avez récemment publié un rapport qui alerte sur l'isolement social qui est grandissante, hein, et vous parlez de risque de mort sociale. Peut-être deux questions en une, réaction sur ce qui vient d'être dit et la question que je viens de vous poser. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, très heureux que vous me laissiez réagir sur... Je ne vous coupe pas la parole tout de suite. sur ce que viennent de dire Marianne et Luc, cette question de quoi parle-t-on quand on parle de vieillir, de bien vieillir, d'âge et de grand âge, est vraiment quelque chose d'important et de fondamental. Je dirige les Petits Frères des Pauvres depuis 4 ans et je viens des métiers de l'enfance et de la jeunesse. Ça peut vous paraître assez paradoxal, mais je fais beaucoup de comparaisons entre comment un secteur, celui de l'enfance et de la jeunesse, dans l'immédiate après-guerre, s'est structuré jusqu'au début des années 80, c'est-à-dire qu'il a fallu une quarantaine d'années pour construire le continuum des politiques publiques que l'on connaît tous aujourd'hui, qui va globalement de 0 à 26 ans, de la petite enfance à l'accompagnement des demandeurs d'emploi jusqu'à 26 ans, avant qu'ils rentrent dans les logiques générales de France Travail. Aujourd'hui, sur l'âge, une fois que vous avez borné la retraite à 64 ans, eh bien, vous êtes dans un continuum qui n'est absolument pas travaillé en termes de politique publique. Je fais partie des âgés, j'ai 58 ans bientôt, et donc, dans l'entreprise, je suis un âgé depuis quasi 10 ans. J'ai été jeune jusqu'à peu près 30 ans dans une entreprise. Ça m'a laissé 15 ans pour pouvoir... C'est violent, là, ce que vous dites. C'est la réalité, y compris, regardez comment fonctionnent des RH, etc. Et sur les premiers rendez-vous qu'on fait sur la préparation des gens à la retraite, etc. On est dans ces logiques-là. Et c'est pour ça que moi, je milite pour qu'on travaille et qu'on invente, en gros, au moins 3 âges dans l'âge, c'est-à-dire les 10 années qui permettent de préparer la fin de sa vie professionnelle et de se préparer autant que faire se peut. Et merci Marianne d'avoir rappelé que c'est
avant la retraite qu'on construit les conditions d'un bien vieillir dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Ça, et effectivement, les facteurs d'inégalité sont importants là-dessus. Comment aujourd'hui, et là, Luc, une pierre dans le jardin de l'élu que tu es, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui aux retraités de notre pays? Il y a 17 millions de plus de 60 ans, 17 millions et demi de plus de 60 ans dans le pays. Depuis, sans faire de politique politicienne, depuis quelques semaines où on parle de budget matin, midi et soir, on ne parle que des retraités et du prix des indexations, etc. On renvoie à la pension, mais on ne parle pas de l'homme et de la femme. Et quand on sait l'importance dans la société pour la faire fonctionner, dans la vie associative, dans la famille. J'étais hier avec la ministre de la Famille, avec qui on avait rendez-vous hier soir, pour parler justement de la place des personnes âgées dans les politiques familiales. Alors, je ne sais pas si j'ai été son dernier rendez-vous, mais en tout cas, on a eu une conversation plutôt intéressante là-dessus. Juste pour terminer là-dessus, donc, je pense qu'il y a vraiment un récit et un discours autour des 60, 75 ans, 80 ans aujourd'hui. Et après, il y a un autre sujet qui est presque beaucoup plus médical, qui est celui de la dépendance, du grand âge. Et là où, par la porte ou par la fenêtre, si vous me permettez l'expression, il faudra que l'État trouve à un moment les milliards pour pouvoir le gérer. Je vous parle d'isolement social. Ça fait une bonne transition. Je vais revenir vers vous, Yann. Vous parliez justement, Marianne, de bien vieillir. On n'a pas de définition. Hein. On ne sait pas trop quelles sont les conditions. Parce qu'aujourd'hui, le vieillissement est associé, finalement, si on veut dire, des charges, c'est réducteur, un peu des charges financières, des coûts. On ne voit pas ça comme une opportunité, voilà. Donc, je ne sais pas vous, comment vous définirez, c'est quoi être vieux, c'est quoi le bien vieillir, très rapidement, hein, concis. Hein. Moi, j'ai été très marquée dans mon engagement politique par une politique très particulière sur laquelle notre pays a beaucoup avancé, je pense. C'est la politique du handicap. Et dans la politique du handicap, il y a un principe qui est cardinal, c'est l'affirmation de la pleine et entière citoyenneté, de l'égalité des droits et des chances. Et en réalité, est-ce que le bien vieillir n'est pas la prévention de cette décote de citoyenneté qui s'impose à la personne âgée, qui, du fait de l'évolution de sa performance physique, de sa situation, de son parcours, peut se trouver confrontée à une forme d'empêchement et une forme d'amoindrissement factuel de ses droits et de cette capacité à exprimer sa citoyenneté. Et au fond, si, comme d'autres, j'appelle de mes vœux une politique qui soit une véritable politique pluridisciplinaire et programmatique, c'est parce que, comme pour les autres politiques publiques et pour le bien commun, au fond, il faut que nous soyons capables de faire converger des niveaux de réponse politique qui s'articulent les unes aux autres afin d'aboutir à des réponses individuelles qui viennent percuter l'intime conviction de nos concitoyens. Pour être clair, la sécurité sociale n'a pas à supporter l'incurie de l'accessibilité. La sécurité sociale n'a pas à assumer sur son budget et sur ses déficits l'incurie de l'inadaptation de la politique du logement en France, comme Luc le pointait en parlant de la nécessité de renforcer l'accessibilité de logement et l'accès au droit au logement pour des personnes dont, au fond, les besoins quotidiens évoluent. Et c'est en ce sens qu'à mon avis, on peut arriver à une définition du bien vieillir. Il n'y a pas de bien vieillir au sens moral, au sens je n'aime pas le terme de la dignité. L'indignité, au sens premier du terme, c'est la perte de la citoyenneté. Et donc, je pense que profondément, il nous faut armer nos politiques publiques d'un grand dessein en protection sociale. Justement, quelles sont cette idée-là de la prévention du déclassement lié à l'âge. Voilà. Alors justement, quelles sont les initiatives, les bonnes pratiques à mettre en avant? Quelles sont les conditions, Luc, justement, pour établir les conditions du bien vieillir? Avant tout, il faut de l'argent. Mettre les pieds dans le plat, il faut de l'argent, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, figurez-vous, il y a un peu moins d'un an, écrit un rapport, la Cour des comptes qui dit on ne dépense pas assez d'argent public pour préparer la société du bien vieillir. Et disons-le nous, une bonne
fois pour toutes, la trajectoire qu'elle donne, c'est qu'à l'horizon 2030, il faudrait au moins 10 milliards. Lorsqu'on a créé la fameuse 5e branche en 2021, d'ailleurs le rapporteur c'était Paul Christophe, qui est aujourd'hui ministre des Solidarités, aujourd'hui cette 5e branche elle est abondée de 3,5 milliards, donc le compte n'y est pas de toute façon. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'au niveau du bloc communal, et moi je le vois encore une fois, comme à Montpellier il y a quelques semaines, les maires, on essaye de mettre en place ce que l'on doit mettre en place, et ça passe même par l'aménagement de l'espace public. Les bailleurs sociaux, quand ils ont construit des immeubles dans les années 60-70, ça existe chez moi, j'en ai, pour entrer dans l'immeuble, il faut monter un petit escalier. Comment une personne à mobilité réduite, une personne âgée avec un déambulateur peut faire ça ? Il faut tout détruire et mettre des rampes. Donc aujourd'hui, cette société du bien vieillir, moi je le vois, elle s'organise mais au niveau communal. Mais ça ne peut pas être une seule réponse. Et c'est là qu'il faut à la fois les moyens, mais aussi une volonté et une ambition politique. Et aujourd'hui, moi j'ai un peu de mal comme président de l'UNCAS. Là, si les choses vont dans le sens qu'elles doivent se dérouler d'ici demain avec la censure, je vais avoir depuis 2022 6 ministres des Solidarités en face de moi. Ça sera comment vous voulez qu'on construise un projet, un débat, des mesures quand les ministres ne font que circuler. C'est impossible. Et on va... Oui. Je suis complètement d'accord, Luc. Mais je voulais juste, vous parliez, on a besoin d'argent. Et moi, j'aimerais juste me tourner vers vous, Yann. Vous parlez de 50 solutions et des solutions qui ne sont pas coûteuses pour mettre des choses en place. Donc, j'aime... Parce que comme on est trop consensuel, là, donc je vais créer un peu de... Non, mais j'ai... Yann. C'est pas pour contredire Luc, mais c'est vrai que j'ai commis un petit ouvrage qui est sorti récemment sur des solutions très opérationnelles qui sont peu coûteuses, mais surtout qui sont, et là je rejoins complètement Luc, je crois vraiment que le maire ou la présidente d'une métropole, d'une communauté de communes, en gros l'échelon local, a une grande responsabilité aujourd'hui sur un bien vieillir du réel, parce que le bien vieillir, c'est comme le virage domiciliaire, tout ça, etc. On a, et ces 6 ministres, Luc, ont produit beaucoup de slogans totalement vides de sens depuis ces derniers mois et ces dernières années. C'est assez dramatique, parce que quelque chose comme le virage domiciliaire qui fait aujourd'hui dire à des personnes « je n'irai pas en EHPAD », etc., et qui font quasi jurer leurs enfants qu'on ne les y mettra jamais, on sait qu'aujourd'hui, la question du domicile, on l'a construit sur, y compris une ressource humaine, qui est absolument pas au niveau et qui, malheureusement, pourra être génératrice de catastrophes sanitaires dans les mois et dans les années à venir. Effectivement, pour reprendre une formule connue, je crois que c'est Jérôme Guedj qui se l'était approprié. On a su, puisque je vous faisais des parallèles avec les politiques enfance-jeunesse, on a su au début des années 80 mettre la ville à hauteur d'enfants. Il va falloir aujourd'hui la mettre à hauteur de personnes âgées. Et aujourd'hui, dans l'organisation de l'espace public et dans l'organisation des politiques publiques pour que, non pas il y ait, ce livre a vocation à s'adresser à celles et ceux qui, en 2026, seront maires adjoints aux seniors, ou en tout cas je plaide pour cette appellation, et qu'ils ne le savent pas encore, parce qu'en général, c'est pas aujourd'hui, ils se battent pas pour avoir ce portefeuille-là au sein d'un exécutif municipal. Donc, il est important qu'on puisse travailler sur les questions, que la question de l'âge puisse exister dans toutes les politiques publiques, mais quand même, puisque dans la fonction qu'est la mienne, la question du lien social est fondamentale, c'est surtout autour des questions de lien social aujourd'hui, on pourra construire les plus belles entrées pour permettre à la personne de rentrer dans son logement que l'on veut. Si la personne n'a pas de vie sociale, y compris à l'intérieur de cet immeuble, et si on ne crée pas les conditions, et ça ne va pas se faire. C'est malheureusement le drame que relèvent les petits frères des pauvres, celui de l'isolement social. Alors, dernière question pour conclure. Avant de prendre vos questions, juste très rapidement, donc moi j'imagine peut-être, c'est question pour vous tous, qu'est-ce qui pourrait indiquer que demain, que nous avons évolué justement sur cette prise en compte du bien vieillir. Quels sont les signaux que vous espérez, que vous souhaitez voir pour qu'on réussisse ? Peut-être, Luc, vous démarrez et les autres vont suivre. Les signaux, on les a bien compris. Moi, je pense que depuis le début de ce quinquennat, il y a des choses qui ont un peu volontaristes qui se devaient d'être mises en place. Bon, ça n'a pas été fait.
Elisabeth Borne a essayé. Moi, je pense qu'il faut revenir à cette idée d'une loi de programmation sur la question du bien vieillir. Si on n'anticipe pas maintenant les choses, alors on va aller vers des drames personnels et sociaux et sociétaux. C'est un impératif, on n'a pas le choix. Et on ne peut pas nous laisser, nous les maires, seuls confrontés à cette question. Encore une fois, moi je l'organise chez moi, j'en suis très heureux. En plus, je suis dans une ville, le maire d'une ville dont un de mes illustres prédécesseurs a été le premier secrétaire d'État en charge des personnes âgées dans la Ve République, c'est Joseph Franceschi. Donc ces questions-là, elles imprègnent nos politiques publiques depuis des décennies. Mais encore une fois, ça ne peut pas être une réponse seulement sur le seuil du bloc communal. Ouais, Marianne, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Parce que visiblement, les solutions, on les a. Hein. Qu'est-ce qui manque? Un élan collectif? Moi, honnêtement, je vais vous dire, j'attends un sursaut. J'attends qu'on arrête de rabâcher. Qu'on arrête de raconter toujours les mêmes histoires avec des mots, avec cet encodage dont effectivement Yann parlait il y a un instant, le vieillissement caractérisé par une approche théorique de l'âge qui ne correspond à rien, l'oubli que ça se joue quelque part dans un écosystème fragile dont il faut prendre soin si on veut être capable de prendre soin de la personne, qu'il y a une forme d'interaction et qu'au fond, il nous faut changer notre manière de penser la protection sociale et nos politiques de santé publique. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Nous continuons d'avoir des raisonnements en matière de santé publique et de protection sociale qui sont hérités des conceptions de la santé publique d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et on continue d'appliquer les mêmes politiques. Donc, nous sommes dispendieux, nous sommes inefficaces, et nos concitoyens sont là, sidérés, de constater qu'effectivement, ces réponses, ils ne les ont pas. Et Yann, peut-être pour terminer, je sais aussi que vous travaillez sur les liens intergénérationnels à travers ce que vous faites. Peut-être un petit mot là-dessus aussi. Ouais. Savez-vous combien il y a de bébés en moins en 2024 par rapport à 2010 en France? 150 000. C'est-à-dire que ces questions de vieillissement de la population, alors je trouve que l'une des victoires de ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui, tous les responsables politiques manient les mêmes chiffres, ceux qui étaient repris tout à l'heure dans le petit reportage, les courbes de Luc, etc. On a réussi à imprimer là-dessus. La question de la dénatalité, qui était beaucoup moins prévisible, y compris par les démographes, etc., vient un moment rebattre les cartes qui font que c'est un mensonge aujourd'hui de dire que, sans être un spécialiste de la protection sociale, Marianne, qu'on arrivera à fabriquer la protection sociale de demain sur les fondamentaux de l'immédiate après-guerre, de l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale, et y compris qu'on pourra continuer à avoir des politiques de vision sur l'immigration, qui sont celles d'un pays qui perd 150 000 bébés par an. 150 000 bébés par an. Donc on a vraiment une question de Big Bang pour avoir un système qui demain correspond vraiment aux problématiques. Et pour dire deux mots sur les questions intergénérationnelles, on a fait un rapport il y a 2 ans sur le lien entre les générations. Globalement, on arrivait à des choses un peu différentes de celui que vous venez de réaliser. Et il y a 2 ans, on était encore dans des générations, notamment en gros les moins de 30 ans et les plus de 60 ans, qui disaient on ne se connaît pas assez, mais on est très très demandeur de se connaître. Et aujourd'hui, vous savez, pour paraphraser ce que l'ancien maire de Lyon, quand il quittait le gouvernement, disait quand il parlait du côte à côte et du face à face, j'ai le sentiment que cette question du lien entre les générations, si elle n'est pas travaillée au sens éducatif du terme, peut demain devenir quelque chose sur lequel on aura du mal à bâtir des politiques de solidarité intergénérationnelles, ce qui sont les fondements de nos politiques. Merci à tous les trois. Peut-être très rapidement, il nous reste moins de 2 minutes, peut-être 1 ou 2 questions très très rapides, très concises, s'il y en a. Je prends cette question. On met souvent en opposition les jeunes et les vieux. Est-ce que vous pensez que c'est réconciliable? C'est une question qui arrive de la plateforme. Un commentaire, si vous voulez. Un commentaire. Ouais. Les liens intergénérationnels qui ont été évoqués, c'est pas du tout ce qu'on ressent, pas du tout. Moi, je parlais de Montpellier. À Montpellier, il y a dans un EHPAD, dans un quartier, ce qu'on appelle les causeries. Tous les mercredis, avec l'école et le centre de loisirs à proximité, les gamins viennent lire des contes et des poèmes aux personnes âgées, parfois dépendantes, et ça crée du lien, au contraire, intergénérationnel. Tout le monde goûte ensemble. Les jeunes n'ont pas peur des vieux, et les vieux, au contraire, sont très heureux d'avoir des jeunes. Marianne. Vue d'avion, totalement irréconciliable.
vu de l'intime et de la proximité déjà réconciliés. Et Yann, peut-être vous avez le mot de la fin. Il nous reste 49 secondes. Non, mais c'est sur ces questions. Enfin, je persiste à penser que c'est une véritable question éducationnelle et que aujourd'hui, quand vous voyez, n'importe quel journaliste vous parle de la concentration du patrimoine aujourd'hui chez les retraités et que si on veut créer les conditions d'une guerre entre les générations, on peut la fabriquer. Je ne pense pas que c'est le désir des personnes, tant des âgés que des jeunes, de fabriquer de la guerre entre les générations. Mais il faut être extrêmement sensible au fait que demain, si on n'y prend pas garde, on peut dresser les populations les unes contre les autres. Alors, on me dit une dernière question, très concise. Bonjour, alors donc, Roy, je suis postier. A été évoqué tout à l'heure la place des personnes âgées dans la société, notamment après la retraite. Et étant donné que par définition, elles ne sont plus inscrites dans le travail. Et donc, quelles sont les pistes pour vous pour que, justement, prévenir ces déterminants du vieillissement et leur trouver une place est-ce que vous en avez et comment faire de manière un peu structurelle? Merci. Les retraités sont déjà très présents dans la vie sociale. Le problème, c'est la visibilité aujourd'hui de ça. C'est-à-dire qu'une fois que, quand vous regardez les conseillers municipaux d'Alfortville, il doit y avoir une part... Dans les conseils municipaux en France, il y a une part conséquente de personnes à la retraite. Dans les associations, il y a une part conséquente de personnes à la retraite. Et la question de l'arrière-grand-parentalité et de la grand-parentalité sont des choses qui sont, de la place dans la famille, c'est quelque chose qui est insuffisamment valorisé. Vous savez, en France, on vous demande ce que vous faites dans la vie professionnelle. Une fois que vous n'êtes plus professionnel, on vous invisibilise assez socialement. Donc, il y a déjà ça. Après, la question, par exemple, du recul de l'âge de la retraite pose cette question-là. Aussi sur la place du non-travail et dans le fonctionnement de la société. Malheureusement, c'est tout ce qu'on a comme temps. Merci, on peut les applaudir. Merci à vous. Merci.